Ça a changé bien des choses parce que mon mari avait 70 ans à ce moment-là. Il ne pouvait pas sortir vraiment, aller à l'épicerie, tout ça. Fait que moi, je ne pouvais pas le laisser toute seule non plus. Fait que j'ai été obligée de demander de l'aide au niveau pour aller chercher l'épicerie, faire les commissions. Fait que moi, là, j'en ai fait beaucoup, oui, mais j'ai été sauvée ce groupe-là, cet organisme-là, parce que je ne sais pas où je serais aujourd'hui, là. Donc, si la pandémie elle a mis quelque chose en évidence, c'est à quel point tout est relié. Il y a un virus qui voit le jour en Asie, puis pas longtemps après, les Occidentaux, on est tous plongés dans exactement la même situation. Puis pourtant, on est à l'autre bout du monde. Puis là, devant cette nouvelle menace-là, il faut que tout le monde mette la main à la pâte parce que les actions qu'une personne fait ont un impact sur toutes les autres. Donc, l'interdépendance, elle a toujours été là, mais elle n'a jamais été mise autant en évidence que pendant la crise de la COVID-19. Mais ça, le mouvement communautaire n'a pas eu besoin d'une pandémie pour le réaliser. C'est à même les fondements de nos groupes de considérer que s'il y a une personne ou s'il y a un groupe de personnes qui sont laissées pour compte, bien, ça va avoir un effet sur toutes les autres autour. Dans nos fondements, dans le communautaire, on considère que les liens sociaux, que les interactions entre les gens dans une communauté, c'est la cure, c'est la solution à un problème qui est l'individualisme. Mais là, depuis 2 ans, on se fait marteler que, en plus de ne pas être la solution, en plus de ne pas être la cure, bien, c'est la menace numéro 1, parce que c'est par les liens sociaux que la transmission se fait. Fait que là, c'est sûr qu'on a dû s'adapter en adoptant des comportements qui ne sont pas vraiment conformes à nos valeurs, qui ne sont pas conformes à notre essence. Fait que, il n'y a pas juste nos mains qui ont été aseptisées pendant la pandémie, il y a aussi toutes nos opinions. Il y a comme eu un clivage qui s'est fait entre les bonnes puis entre les mauvaises opinions, entre le blanc, entre le noir. Puis pourtant, il y a toute une palette de couleurs entre ces pôles-là qui a été ostracisée pour servir un discours d'extrême, un discours de polarité. Ce discours-là, il n'est pas représentatif de la population. Dans le communautaire, on le sait ça parce qu'on offre un espace aux gens. On offre un espace empathique, accueillant, tolérant. Puis quand on offre cet espace-là, on constate qu'en général, les gens sont assez intelligents, les gens sont assez nuancés aussi, puis ils témoignent de la richesse, de la diversité des opinions. Donc, dans la nature, il n'y a rien qui fonctionne juste par et pour soi-même. Tout est relié. Puis, je pense que les instances décisionnelles, les instances gouvernementales sont rendues à un point où est-ce qu'ils commencent à comprendre qu'ils vont devoir considérer cette interdépendance-là pour faire face aux enjeux sociaux. La crise écologique nous l'a montré, la crise sanitaire nous l'a montré aussi, puis là, la crise sociale qui découle de tout ça nous le highlight en jaune fluo. Ça a été très difficile, autant pour l'équipe, pour moi, pour les femmes, les enfants, parce que, bien, on est habitué en maison d'hébergement de vivre dans un milieu de vie. C'est comme une mini-communauté. Et là, bien, tout d'un coup, bien, on ne pouvait plus manger ensemble avec les femmes devaient manger une à la fois dans la cuisine. C'était comme toute une nouvelle façon de fonctionner. C'est vraiment une contrainte qui allait à l'encontre de notre essence, de nos réflexes premiers, de ce qu'on fait au quotidien finalement. On apprend de chacune d'entre nous. Chaque femme que je croise en maison d'hébergement m'apprend quelque chose, ça c'est certain. Chaque histoire, des fois on a l'impression qu'on a tout vu, mais je peux vous jurer qu'en maison d'hébergement, on n'a jamais tout vu. Il y a toujours des nouvelles histoires qui arrivent, qui nous perturbent là, à 100 000 à l'heure. Mais de perdre cette proximité-là, ça a été vraiment épouvantable.
Il y a des femmes qui m'ont même appelée puis qui me disaient « Bien là, c'est quand là, qu'on va pouvoir recommencer la cuisine collective? Parce que moi, là, c'est comme la journée à laquelle je m'accroche dans la semaine. C'est comme cette journée-là qui me donne un petit répit, qui me donne un peu de souffle parce que le reste du temps, je suis avec mon conjoint puis ça va pas bien. Puis cette journée-là, bien, c'est sacré. Puis c'est là que je reprends mon gaz, là. C'est ça qu'elle disait. Puis les femmes à la GA disaient « Entendez-nous, on veut reprendre les ateliers, on veut revenir vous voir, on veut, tu sais. » Puis c'était vraiment dur parce que c'était comme « Mais nous aussi, on veut vous revoir, mais pour le moment, on peut pas. » Notre système de santé au Québec n'a pas été toujours dans la forme actuelle qu'on lui connaît. Si on remonte aux années 1900, on peut très bien penser que c'était les congrégations religieuses qui s'occupaient des personnes malades. Puis à travers les congrégations religieuses, c'est essentiellement les sœurs qui prenaient soin des malades. Donc on peut présumer que c'était fait avec beaucoup de bienveillance. Les sœurs restaient au chevet des malades jusqu'à ce qu'ils guérissent. Bon, évidemment, le système de santé a évolué au fil des années et s'est inscrit dans le système qu'on connaît aujourd'hui, qui est le système capitaliste mondial, qui vise essentiellement la productivité, la rentabilité, puis on a appliqué cette vision-là, cette conception-là à notre mode de vie, puis au système de santé. Avec les coupures puis les réformes, on a vraiment déshumanisé le système de santé, puis il serait grand temps de le réhumaniser pour passer d'un système de maladie à un véritable système de santé. On vit une crise présentement. On vit une crise avec des positions très tranchées sur comment on devrait ou comment on pourrait sortir de cette crise-là. Puis au lieu de s'écouter, de se solidariser, bien, on voit vraiment une polarisation dans les façons de penser. On cherche des coupables, on attise un peu la haine des personnes qui ne pensent pas comme nous, alors qu'on aurait beaucoup plus à gagner à être dans de l'écoute, dans de la tolérance, dans la nuance, pour réellement pouvoir dessiner la société dans laquelle on a envie de vivre. Depuis les dernières années, avec la pandémie, on a accepté d'être en mode obéissance. On a été mis face à l'urgence, on était un peu en mode de survie, il a fallu s'adapter. OK. Mais dans le milieu communautaire, on a entre autres le rôle d'être critique face aux politiques, puis il serait peut-être temps de se réapproprier les espaces démocratiques pour collectivement les réhumaniser. Finalement, on va nommer un mot qui fait plus peur que tout le reste, l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de notre travail, l'amour de nos semblables, l'amour de la vie, l'amour de l'environnement. Elle est passée où, cet amour-là, dans nos sociétés puis dans nos instances? Quand le gouvernement a décrété que les personnes de 70 ans et plus devaient rester à la maison, pour nous, ce que ça représentait, c'est la moitié de nos bénévoles qui, du jour au lendemain, ne pouvaient plus assumer leur implication bénévole ici. C'est énorme pour nous, c'est vraiment énorme si on considère que nos 11 programmes sont assumés par, à ce moment-là, 142 bénévoles actifs. Donc, on a une petite équipe de salariés, de coordonnateurs de services qui travaillent jour après jour avec des équipes de bénévoles. Donc, si du jour au lendemain, on a 50% de nos ressources qui sont absentes, ça fait un énorme vide, mais il faut tout de même maintenir ces services-là qui, eux aussi, là, sont soudainement essentiels. Moi, je me rappelle très bien que toute l'équipe ici, là, on était rassemblés, puis oui, après le choc de qu'est-ce qui se passe, là, puis qu'on met la clé dans la porte, puis que là, il n'y a plus personne qui rentre dans le centre, puis qu'est-ce qu'on va faire? La première volonté, c'était on continue, on assure nos services, et puis tout de suite, on s'est mis en action. On s'est mis en mode solution, en mode plan B.
Et puis, pour nous, je pense que ça a été salutaire parce qu'on se sentait utile. On se sentait utile dans la situation. Les gens, ils ne sortaient plus de leur maison. Donc, Marie-Ève, elle a loué une caravane toute équipée. Puis on se donnait rendez-vous, puis elle venait dans notre cour. Hein? Fait que là, à ce moment-là, on sortait, on savait que le proche aidant était en sécurité. C'était le fun parce que c'était le contact aussi avec une personne, parce que pendant la pandémie, on ne voyait pas personne, là. Fait que ça, ce contact-là, puis on avait des besoins, fait qu'on pouvait les confier, on pouvait... c'est ça. C'est ça que ça m'a amené de dire, il y a quelqu'un là au moins, je suis pas toute seule là. Tu sais, il y a quelqu'un qui pense à moi, qui me demande, donne un rendez-vous, puis on se rencontre, puis on riait des fois, tu sais, puis ça faisait vraiment du bien, là. Puis quand tu reviens, tu sors de la caravane, admettons, bien là, je sais pas, t'es comme libérée, t'es prête à recommencer. La pandémie a permis, une fois de plus, de montrer la capacité d'adaptation des organismes. On a été aux premières loges pendant 2 ans, on a fait preuve d'une grande souplesse et d'une capacité de s'adapter aux besoins de notre monde. Mais on n'existe pas pour ça, les organismes communautaires, on existe pour amener un changement social. Alors, il est temps qu'on retrouve notre rôle d'influence. Au moment où notre système de santé hyper centralisé est en train de s'effondrer, on voit à quel point le modèle de gouvernance des organismes communautaires est adapté. On fait de l'action collective, on est proche des gens, on épouse le terrain. Les organismes, on n'est pas là pour sauver des structures, on n'est pas là pour soutenir le système qui est en train de s'écrouler, le système médical, le système scolaire. On n'est pas là, nous autres, pour arriver à la sauvegarde d'une patente centralisée qui ne fonctionne pas. Nous autres, on est là pour nos membres, on est là pour nos participants. Puis ça, c'est la force d'une gouvernance qui est décentralisée. Vortex pandémique nous a permis de dresser un portrait honnête et surtout choquant de la réalité vécue dans le milieu communautaire. La pandémie n'a rien inventé, elle juste nous met en lumière des choses que le milieu communautaire décrit depuis des décennies. La détresse sociale diminue pas. Plus le réseau est négligé et délesté par les choix politiques de nos gouvernements, plus la détresse sociale augmente. Et cette détresse sociale-là a fini par devenir le lot des organismes communautaires qui finissent par servir de déversoir à un réseau qui se déresponsabilise de plus en plus du bien-être de sa population. Malgré tout ça, le travail qui est fait dans les organismes communautaires est encore non reconnu, invisible et sous-estimé par une logique comptable qui est difficilement quantifiable. Logique comptable qui est tellement affectionnée par le néolibéralisme. Et cette absence de reconnaissance-là se traduit aussi par un déni quasi historique du rôle des organismes communautaires dans notre société. Ça se traduit par du sous-financement à la mission chronique qui perdure depuis beaucoup trop longtemps. Toute cette non-reconnaissance-là, sociale et financière, doublée à une exposition quasi quotidienne à de la souffrance et à de la détresse humaine, amène les travailleuses et travailleurs du milieu communautaire dans un essoufflement. Ils se retrouvent finalement à vouloir aider au détriment de leur propre santé. Devant tout ça, ce qu'on veut proposer, c'est un changement de paradigme. On est rendu ailleurs en tant que société. Les métiers de soins se sont levés. À l'instar des infirmières, des préposées, des éducatrices, les travailleurs de la sphère sociale, on est rendu là. C'est communément admis que le modèle en place ne fonctionne pas. Il faut réinvestir massivement. Le modèle qui est le nôtre, collaboratif, collectif, lui par contre fonctionne. Qu'on ne nous demande pas de changer quelque chose qui fonctionne déjà. Qu'on s'adapte à nous, qu'on s'inspire de nous.